بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Le thème d'aujourd'hui est relatif au marketing, mais pas n'importe quel type de marketing. C'est le marketing politique. Alors c'est quoi le marketing politique? C'est tout simplement un process d'action et de stratégie mise en œuvre pour promouvoir et soutenir un candidat ou une organisation politique de façon à ce qu'ils puissent atteindre leurs électorats potentiels, tout en développant bien sûr la notoriété et la réputation, parce que c'est un capital, hein, en vue, enfin bien sûr, de capitaliser le maximum de votes. Donc la réputation est un capital à développer, bien sûr. L'astuce, c'est de se différencier en fait de ses concurrents. C'est ce qu'on appelle en fait les avantages concurrentiels en marketing. Donc, faire sortir ces avantages concurrentiels, les mettre en relief et les faire montrer bien sûr à vos électeurs. Alors là, en fait, le marketing, en marketing politique, il n'y a pas que la publicité et la communication, enfin, qui sont importantes, certes, mais il y a d'autres éléments qui sont les 4 Ps, les 4 P, ou ce qu'on appelle les éléments du mix. Donc, the 4 Ps, product, price, place, promotion. Donc, produit, prix, communication et distribution. Donc, grâce à ce mix, les organisations politiques vont comprendre et analyser en fait et dresser un profil de la carte politique de la zone dans laquelle en fait ils opèrent et bien sûr de leur électorat. Avoir une idée en fait sur les croyances, sur la peur, sur les craintes, sur les espoirs, les ambitions, les échecs, les soucis. Donc, c'est comme si vous avez par exemple un segment comme ça. Et puis, vous avez ce qu'on appelle au milieu, enfin, ceux qui n'appartiennent ni à la droite ni à la gauche, et le segment qui appartient à la droite. Et généralement, en fait, ceux de la droite, ils sont beaucoup plus conservateurs et attachés donc, à la religion et coutumes et traditions. Et puis, il y a l'extrême droite. Et il y a aussi, en fait, la gauche. Au niveau de la gauche a une tendance socialiste. Et puis, il y a l'extrême gauche. Et il y a encore un autre élément qui est très important et qui fait la différence au niveau des campagnes électorales et qui sont les SAP, SAP, les sans appartenance politique. Et c'est la carte gagnante sur laquelle il faudrait en fait jouer en élection, que ce soit législative ou municipale, ou par exemple enfin, une présidentielle, ou même, je dirais par exemple, au niveau par exemple de certaines institutions internationales. Bref, je vais passer en fait, parce que là en fait, je prends les manières, en fait, enfin, je prends le thème de manière académique et scientifique. Je n'ai pas de tendance, ni, enfin, je veux dire, en ce qui concerne ce thème, je ne favorise ni la gauche, ni la droite, ni les SAP, mais j'ai envie en fait de comprendre les outils utilisés par le marketing politique et je suis en train de vous donner en fait une idée comment est-ce que ça marche. Alors, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le marketing politique demeure important, enfin, il y a 5 raisons grosso modo. La première, c'est enfin, on construit donc la construction d'un pont de communication dans les deux sens entre candidat et électeur sur un plan personnel grâce aux plateformes des réseaux sociaux bon, et les campagnes numériques. Alors, vous avez par exemple le Facebook, vous avez le Twitter, euh, vous avez en fait l'Instagram, Google Ads. Il y a plusieurs outils en fait qu'on pourrait utiliser en fait comme ça pour cibler en fait l'audience de manière directe et personnalisée surtout. Numéro 2, la raison, enfin, c'est influencer en fait l'opinion et le comportement public par le biais en fait de messagerie persuasifs et aussi les attraits émotionnels et adopter ce qu'on appelle le style de la narration. Alors en fait, on essaie en fait de créer en fait des liens émotionnels entre vous en tant que candidat à l'organisation politique et les électeurs. Numéro 3, le contrôle de la crise, c'est très important. Parce qu'en fait, au niveau de la vie politique, il y a plusieurs crises.
Et parfois, ces crises-là, on pourrait en fait les transformer et puis ça pourrait devenir une opportunité. Pourquoi pas? Mais reste à ce que les politiciens donc, exploitent en fait les crises et les transforment en opportunités. C'est arrivé en fait à maintes reprises. Il faudrait juste en fait jeter un coup d'œil sur en fait l'histoire des élections présidentielles et législatives un peu partout dans le monde, à droite et à gauche. Euh, alors, le contrôle de la crise, comme j'ai dit, et la gestion du capital de la réputation. J'ai dit c'est un capital. Ce capital de réputation, c'est comme une bourse, hein, tantôt en haut, tantôt en bas. Donc c'est à vous, on fait de le gérer. Donc, et comment on le fait ça? Et comment on le fait? On le fait par le moyen de s'attaquer aux problèmes le plus tôt possible, bien sûr, travailler sur les perceptions et restaurer la confiance publique en candidat, c'est très important. Et là, en fait, en vie politique, les étudiants et même les experts en institutions de vie politique, philosophie politique, ils savent de quoi je vais parler maintenant. En fait, la vie politique et le régime, il est sous forme de ligne droite. Vous voyez ce stylo-là, c'est comme une ligne droite. Alors la ligne droite, en fait, on a tous intérêt à ce que la ligne reste droite et qu'il n'y ait pas de zigzag. C'est ce qu'on appelle en fait les actions Z. Alors, la ligne est droite, et parfois il y a enfin, on s'incline, elle s'incline. Et puis, c'est ce qu'on appelle en fait la rupture en fait la rupture en fait enfin, du caractère linéaire de la droite, c'est ce qu'on appelle les actions Z. Alors, si ça prend beaucoup de temps, c'est pas bien pour la stabilité, en fait, de l'ambiance politique, parce que tout simplement, euh, c'est un grand inconvénient en ce qui concerne le climat d'investissement, en ce qui concerne la confiance, enfin, au niveau du pays, au niveau enfin, d'une certaine région, par exemple, s'il y a des événements, enfin ce qu'on appelle les événements, les actions Z, ça met en péril en fait le capital de confiance dans un pays donné en ce qui concerne sa réputation en termes de stabilité, en termes de sécurité. C'est très important. Les actions Z, si on n'arrive pas à les gérer comme il le faut de manière convenable, ça pourrait créer des troubles, croyez-moi. Alors, je vais faire en fait la parenthèse en ce qui concerne les actions Z et je passe à la quatrième raison pour laquelle il est important en fait d'utiliser en fait le marketing politique. C'est le renforcement et la consolidation de ce qu'on appelle l'engagement et la participation des électeurs. Pratiquement, si vous avez par exemple au niveau d'une campagne électorale, on distribue en fait les cartes électorales pour par exemple 8 millions et vous avez seulement par exemple une participation de l'ordre de 2 millions, donc 25%, c'est pas grand-chose. Il faudrait qu'il y ait au moins 60, 50 ou 60% pour que les résultats soient significatifs et qu'ils aient une valeur aux yeux en fait, du paysage, comment dirais-je, des observateurs et au niveau du paysage politique. Numéro 5, pourquoi on utilise en fait le marketing politique? On l'utilise en fait pour maximiser en fait l'efficience des ressources de la campagne en allouant en fait les fonds de manière convenable et stratégique, de façon à ce qu'il y ait une répartition démographique, par exemple, et aussi en fait adresser des messages qui sont ciblés pas n'importe comment, et aussi en fait le recours au marketing des réseaux sociaux qui est moins coûteux, qui ne coûte pas grand-chose. Donc croyez-moi, en fait, les fonds sont utilisés de manière rationnelle et efficace. C'est ça le rôle en fait du marketing politique. On ne prend pas comme ça les fonds et puis si vous me permettez l'expression, puis on les jette à droite et à gauche, hein. On n'est pas, c'est pas le festin. En fait, il faudrait en fait utiliser en fait les ressources de manière efficiente et de manière efficace. Donc chaque sou, si vous me permettez l'expression, au niveau enfin, de son endroit et l'utilisation en fait, enfin, où ils doivent, où cet argent doit être investi et utilisé en termes de publicité, en termes de communication, bien sûr. Parce que le plus important, en fait, c'est qu'il y ait un feedback, mais en même temps, à ce que les fonds soient investis de manière rationnelle. Parce que ce sont des fonds publics.
Alors, en ce qui concerne les stratégies de marketing politique online, il y en a, en grosso modo, il y en a 7. Donc, je commence par la première. La première, c'est le suivi et la surveillance des médias. Parce que ça s'avère fondamental. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de traquer, de recenser les sentiments, enfin, le sentiment public, ou si vous permettez l'expression, l'humeur publique, faire ce qu'on appelle la couverture de la campagne électorale. C'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir des slogans publicitaires, pardon, des slogans qui vont en fait mener la campagne, qui vont lui donner en fait un caractère et une orientation politique. Ça me renvoie en fait aux années 80. Là, je vais en fait citer deux noms, enfin, le nom de monsieur, le président français François Mitterrand. Au niveau de sa campagne, enfin, où on a utilisé en fait un slogan qui est bref et percutant, qui est la force tranquille. Et parce qu'en fait à l'époque les Français donc avaient le besoin d'un président fort et calme. Bon, ça doit être compatible avec la personnalité en fait, du candidat. Et ça a été utilisé en fait, et ça a payé, ça a donné fruit. Alors au niveau de la deuxième stratégie, on a ce qu'on appelle le marketing des emails. C'est un marketing direct. Donc ça permet en fait d'augmenter le degré d'atteinte des candidats par des emails qui sont personnalisés. C'est ce qu'on appelle une segmentation propre en email à travers une liste des abonnés. Et ça permet en fait un contact direct et personnalisé. Troisième stratégie ou technique, c'est celle du marketing hyperlocal. C'est tout simplement une grande approche par un ciblage spécifique de quartiers ou de communautés données ou de villes. Et ça me permet, enfin, ça me permet de vous parler enfin, de la ville d'Angers. Angers, c'est une ville agréable qui m'est très chère au cœur. Et les Français en fait devraient être fiers d'avoir une ville comme Angers. C'est une ville en fait qui est entre Nantes et Paris, c'est au milieu. Vous avez la Bretagne française, puis Nantes, et puis au chemin vers l'île de France, Paris, au milieu vous avez le Pays de la Loire. Au niveau du Pays de la Loire, vous avez la ville d'Angers. C'est une ville super magnifique, jolie. J'ai déjà été en fait, j'aime bien. Pour moi, c'est ma préférée. Si quelqu'un va en France, pour moi, Paris, je ne sais pas que je suis en train de dénigrer en fait Paris, mais pour moi, Angers, c'est une ville que j'aime beaucoup. Paris aussi, j'aime bien, mais Angers plus, j'aime bien Angers. Bref, Angers est utilisé comme échantillon, comme laboratoire. D'ailleurs, en fait, que les candidats, en fait, ils font des essais au niveau d'Angers. Et en grosso modo, enfin, d'après ce que j'ai appris, c'est que les résultats, ils se basent sur les résultats en fait d'Angers. Cette ville-là sert en fait d'échantillon comment dirais-je en fait d'examen pour la force d'une candidature, que ce soit au niveau législatif ou local ou même présidentiel. Ça permet en fait de voir la tendance, elle est comment. Et puis, si elle est milieu, s'il est droite, s'il est gauche, s'il est extrême droite ou extrême gauche. Bref, aussi, il va y avoir des alliances entre les différents en fait, segments et pôles enfin, de la scène politique française. C'est un très bon exemple. Je ne suis pas en train de faire la promo pour tel ou tel parti ou telle ville. Angers, j'aime bien. Mais en fait, j'essaie en fait de donner des exemples comme ça pour rapprocher l'idée aux esprits des gens qui me suivent, tout simplement. Alors, là, j'ai parlé en fait de ce qu'on appelle en fait le géociblage. Donc, on pourrait même utiliser en fait un géociblage et on voit en fait des annonces par le biais en fait de faire des réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram, comme Google+. Et c'est très intéressant. On pourrait même l'utiliser en fait à ce niveau-là, donc que ce soit au niveau d'un quartier donné, ou une communauté ou une ville carrément, comme l'exemple d'Angers, de Angers que j'ai cité. Angers, Angers. Un grand coucou aux gens d'Angers. Alors, la stratégie numéro 4, c'est le marketing des vidéos. C'est une campagne d'envoi de messages dynamiques et visuels. C'est très important parce que ça permet en fait d'utiliser en fait le style de la narration et le visuel pour atteindre ce qu'on appelle
la création de liens émotionnels. Parce que les liens émotionnels sont emmagasinés en fait au niveau du cerveau enfin, de l'électeur. Parce que c'est comme un client. Pour lui, il a vécu une expérience agréable et positive et ça a été marqué par ce qu'on appelle un sentiment et un lien émotionnel. Donc dès qu'il voit telle ou telle chose, ou tel électeur, ou tel comportement, ça le renvoie direct, ça pourrait le motiver en fait à ce qu'il vote et puis à ce qu'il offre sa voix pour les candidats. Donc, ce qu'on appelle le lien, créer des liens émotionnels chez les lecteurs. Et bien sûr, ça va permettre en fait au candidat en fait, de l'approcher de manière personnelle, de donner ce caractère humanitaire enfin, au candidat. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une facette publique, si vous me permettez l'expression, mais c'est un être humain enfin, qui a des sentiments et qui approche en fait les gens. C'est pour ça que vous voyez en fait des candidats enfin, qui descendent au terrain, qui font des rencontres et des meetings avec les gens, que ce soit des ouvriers, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit en fait des étudiants, des élèves en maternelle même et en crèche. Tout cela, ça rentre dans le cadre en fait enfin, d'une campagne de marketing politique tout simplement. Alors je passe en fait à la cinquième stratégie ou technique online, c'est la publicité politique numérique. Alors pour la pub numérique, elle est indispensable compte tenu en fait de son ciblage précis et sa capacité en fait d'atteindre d'atteindre en fait l'électorat de manière immense et extraordinaire par le biais en fait de Google Ads et les réseaux sociaux en temps réel. En temps réel, c'est ça ce qui est très important, en temps réel. Comme Facebook, Twitter, Instagram, je répète encore. Numéro 6, la sixième technique, ce sont les micro-influenceurs et ce sont les avocats, si vous me permettez l'expression, en fait, enfin, du candidat. Ça permet en fait d'optimiser en fait l'influence locale et bien sûr emprunter la crédibilité chez monsieur l'acteur ou l'actrice, l'artiste, le joueur de foot, le sportif. C'est pour ça que vous voyez par exemple, enfin, au niveau des campagnes électorales, par exemple dans certains pays, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou les pays européens, vous voyez par exemple enfin, que le président ou le candidat, il est en fait accompagné en fait de certains icônes au symboles qui sont au niveau, chacun dans son domaine, sport, art, cinéma, et ça pourrait même être en fait au niveau religieux, par exemple, des hommes qui ont des titres religieux, comme ça pour attirer l'attention et aussi faire en sorte en fait de jouer sur la crédibilité de ce micro-influenceur, tout simplement. Alors, il y a aussi en fait ce qu'on appelle, ça permet aussi en fait, quand on a des micro-influenceurs donc à ses côtés, ça permet aussi de construire ce qu'on appelle la confiance publique et la restaurer. Numéro 7, et c'est la dernière, je dirais, la dernière stratégie, c'est le marketing des SMS, c'est un marketing direct. C'est une arme secrète de marketing direct. On atteint les lecteurs par des messages courts et personnalisés. Et c'était l'un des secrets de succès en fait du président, euh, euh, des présidents euh, Hussein Barack Obama. Ça a été très utile pour lui pour qu'il puisse en fait gagner les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Bon, ma session arrive donc à terme et à fin. J'espère que c'était utile pour vous. Si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas s'il vous plaît à me les envoyer au niveau de la boîte des commentaires. Je serai ravi enfin, d'y répondre. Et bon, la prochaine fois, je ne sais pas, peut-être que je vais traiter un autre thème qui est bien sûr relatif au marketing. Peut-être le marketing ethnique, je ne sais pas. Je suis en train d'y réfléchir. Si vous avez des commentaires, envoyez-les-moi, il n'y a pas de souci. Donc, je serai en fait d'y répondre. Bon, si vous l'avez remarqué, enfin, le slogan, si vous permettez, en fait, de la chaîne, c'est Think Global and Act Local. C'est pour ça, en fait, je fais en sorte, en fait, de traduire, en fait, mes vidéos. Donc, anglais, français, arabe,
Et j'en ai fait une aussi pour la communication, donc en espagnol. Mais là, en fait, j'ai pas le temps, mais en fait, pour mes amis en fait, enfin, de la Hispanidad, enfin, les hispanophones, veuillez m'excuser. En fait, je vais consacrer un temps comme ça pour traduire toutes les vidéos en fait, que enfin, j'ai faites donc en arabe, en français et en anglais, en espagnol, comme ça pour honorer enfin, mes amis les hispanophones qu'ils soient au Maroc ou en Espagne ou même en Amérique latine et même en Philippines parce qu'en fait c'est un pays qui est très très intéressant aussi. Donc je néglige personne, croyez-moi. Think global, act local. Et je vais terminer en fait par la récitation en fait, des deux versets coraniques. Le premier, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Le deuxième, وقل اعملوا فسيرى عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. J'ai déjà traduit en fait ces versets coraniques au niveau de, enfin, et là je fais exprès en fait de ne pas les traduire comme ça mais je le fais comme ça pour que Dieu, le Tout-Puissant Seigneur, bénisse en fait mes œuvres tout simplement et qu'il me guide. Bon, je vous dis en arabe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, au revoir.